Dans le jardin impeccable que j'avais planté de mes propres mains chez ma fille Anne, j'ai compris que je n'étais plus chez moi, quand Paul, mon gendre, m'a annoncé froidement que son père Roger arrivait et que je devais déménager au garage. Mes souvenirs, mes cartons, toute ma vie avait déjà été déplacée sans me demander, entassée comme des déchets derrière une porte grande ouverte. Ce soir-là, dans cette maison où je croyais vieillir en paix après la mort d'Élise, j'ai senti ma dignité se briser en silence. Et j'ai juré que Paul regretterait d'avoir transformé un vieux père en ombre. Le soleil de fin d'après-midi déversait ses derniers rayons sur le jardin méticuleusement entretenu de ma fille Anne. Un jardin que j'avais moi-même aidé à aménager, plantant chaque rosier, disposant chaque pierre avec la minutie d'un orfèvre. C'était mon havre de paix depuis que le veuvage m'avait contrainte à quitter ma propre maison, trop grande, trop vide, sans ma chère Élise. Anne et son mari, Paul, m'avaient accueilli chez eux il y a 6 mois, me promettant une place de choix dans leur vie et dans leur foyer. Je croyais en leur amour filial, en leur générosité, comme j'étais naïf. Ce jour-là, l'air était inhabituellement lourd, chargé d'une tension que mon vieux cœur, échaudé par la vie, pressentait. J'étais assis sur la terrasse, sirotant mon thé, quand Paul, mon gendre, est apparu, l'air sombre et contraint. Il portait une veste de travail et son regard fuyait le mien. « Papa Robert » a-t-il commencé, sa voix heurtée. « Il faut qu'on parle. » Clairement. Qu'y a-t-il ? Le père de Paul, Roger, était un homme que je connaissais peu, un individu réputé pour sa rigidité, son caractère difficile et une série d'échecs professionnels qui l'avaient réduit à une solitude acariâtre. Je savais qu'il vivait dans une situation précaire, mais je n'imaginais pas qu'il puisse un jour emménager avec nous, avec moi surtout. Mais il n'y a plus de place, Paul, la chambre d'amis est la mienne. Il ne reste que la petite pièce au fond du couloir, mais elle n'est pas vraiment habitable. Le garage ? J'ai répété ma voix à peine un murmure. Mes mains tremblaient, renversant presque ma tasse de thé. Mais Paul, c'est impensable. Il n'y a pas de chauffage, pas de fenêtre, pas de confort. Comment pourrais-je y vivre ? En attendant, tes affaires, on les a déjà déplacées, dans un coin pour le moment. La porte du garage était grande ouverte. De là où j'étais assis, j'ai pu apercevoir un tas indistinct de cartons, de toiles peintes, de vieux meubles entassés pêle-mêle. Mes affaires, ma vie, réduite à un monticule d'objets, jetés là sans ménagement. La douleur n'était pas seulement morale, elle était physique. Ma dignité, mon statut d'homme, de père de famille, venait d'être piétiné sans aucune considération. Le silence d'Anne, ma propre fille, était le plus lourd à porter. Elle n'était pas là, bien sûr. Paul avait mené cette exécution sommaire seul. « Tu ne peux pas faire ça, Paul ?» ai-je dit, les larmes brûlant derrière mes paupières. « Après tout ce que j'ai fait pour vous ?» Il avait déjà tourné les talons, me laissant seul, prostré, face à la réalité crue de ma nouvelle situation. Ce n'était pas la fin du monde, disait-il, mais c'était la fin de mon monde, tel que je le connaissais. La fin de l'illusion d'une vieillesse paisible, entourée de l'affection des miens. La fin de la dignité, remplacée par la honte et le déshonneur. Le coup de grâce avait été porté. L'ingratitude, dans toute sa brutalité, venait de me jeter dans les ténèbres d'un garage. Parmi les objets oubliés, les souvenirs entassés, alors que mon cœur, lui, était en miettes. La nuit fut un supplice. Le garage, habituellement un simple lieu de rangement, se transforma en une cellule froide et humide. Le petit lit de camp, à peine un matelas sur des pieds métalliques, grinçait sous mon poids. Sans chauffage, le froid s'infiltrait, mordant mes vieilles articulations. Chaque soupir du vent sous la porte, chaque craquement du bois résonnait dans le silence oppressant. Mes affaires, celles que j'avais amassées une vie durant, étaient entassées, indistinctes dans la pénombre, comme des témoins muets de mon déclassement. Je ne dormis pas. Je restais allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond sombre, cherchant un sens à cette injustice. Anne, ma fille, mon sang, son silence me crucifiait plus que les paroles de Paul. Elle était mon pilier, mon refuge. Comment avait-elle pu laisser son mari me faire ça ?
Je me posais la question encore et encore, mais aucune réponse ne venait apaiser l'ardeur de ma douleur. Au petit matin, le bruit d'une voiture réveilla la maison. C'était Roger, le père de Paul. La porte de mon ancienne chambre s'ouvrit et se referma avec l'éclat sec d'un nouveau début, pas le mien. Je n'osais pas sortir. Le sentiment de honte était trop grand, l'humiliation trop cuisante. J'entendais des rires, des voix, le joyeux brouhaha d'une famille qui accueillait un nouvel arrivant, tandis que moi, j'étais relégué au rang d'ombre. Quelques heures plus tard, Anne est apparue à l'entrée du garage, une tasse de café fumante à la main. Son visage était cerné, ses yeux rougis, comme si elle aussi avait passé une nuit sans sommeil. « Papa !» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Je suis désolé. » La colère a éclaté en moi, une fureur contenue qui menaçait de tout emporter. Désolé de m'avoir jeté au garage, désolé pour tes propres affaires qui sont ici, entassées avec les miennes, désolé d'avoir laissé Paul me déshumaniser, désolé d'être ma fille et d'avoir assisté à ça sans rien dire. Ne dis pas ça, papa, on t'aime, c'est juste une situation difficile, et puis tu n'as pas de maison, tu as vendu ta maison pour venir chez nous. Il m'avait donné un garage. La mesure d'ingratitude était sans limite. Anne, je ne suis pas un fardeau. Je n'ai jamais été un fardeau. J'ai toujours donné sans rien attendre en retour. Mais cette fois-ci, vous avez dépassé les bornes. Je l'ai regardé, les yeux fixés sur les siens, cherchant une étincelle de l'ancienne Anne, la petite fille que j'avais élevée avec tant d'amour. Il n'y avait que de la peur et de la culpabilité. Elle s'est effondrée en pleurs. Paul m'a dit que c'était provisoire, que quand les choses iraient mieux pour son père, tu retrouverais ta place. Il n'allait pas bien. Il a fait des menaces de se suicider s'il ne trouvait pas de refuge. Et Roger, connais-tu vraiment ce homme? Il vit depuis des années sur la crédulité des gens et surtout sur leur peur. Penses-tu vraiment que sa situation est irrévocable ou juste une excuse pour s'immiscer dans votre vie? Roger, de son côté, s'était installé avec une effroyable aisance. J'entendais sa voix forte, sa toux rocailleuse, la musique qu'il mettait dans mon ancienne chambre. Il était le roi de la maison, l'invité d'honneur pour qui tout était possible. Et moi, Robert, le jardinier déchu, le grand-père oublié, j'étais relégué à la prison de l'obscurité, seul avec mes pensées amères, ma douleur et une colère froide qui commençait à monter en moi, menaçant de consumer la dernière parcelle de l'homme que j'avais été. Le silence du garage n'était plus seulement un lieu de stockage, mais un tombeau, le mien, où j'errais comme un fantôme, l'écho de mes propres regrets devenant la seule mélodie de ma solitude forcée. Les jours ont passé, s'étirant en une monotonie douloureuse. Chaque matin, je me réveillais dans le froid du garage, le corps endolori, l'âme meurtrie. Le petit lit de camp était devenu mon seul refuge, témoin silencieux de mes nuits d'errance mentale. Anne et Paul venaient parfois me voir, l'air embarrassé, me laissant de la nourriture, me demandant si j'avais besoin de quelque chose, mais sans jamais aborder la question de mon logement provisoire. Ils vivaient leur vie dans le confort de la maison, recevant Roger comme un roi, tandis que moi, le paria, je vivais reclus, évitant tout contact, de peur de croiser le père de Paul, cet homme dont la seule présence dans ma maison, car oui, c'était aussi la mienne, l'argent de la vente de ma propriété avait bien servi à payer une partie substantielle de cette maison, me donnait la nausée. Le silence persistant d'Anne quant à mon sort me blessait plus que tout. Ma propre fille, celle que j'avais élevée, choyée, protégée, était devenue une inconnue, incapable de tenir tête à son mari. Ou peut-être pire, complice de son indifférence. Le ressentiment envers Paul s'était mué en une rage froide, une détermination implacable. Je ne pouvais pas rester là, passif, à me laisser consumer par l'amertume. Une étincelle, fragile au début, a commencé à luire dans les ténèbres de mon désespoir. L'idée de la vengeance. Non pas une vengeance cruelle, sanguinaire, mais une vengeance silencieuse, méthodique, une façon de rétablir un équilibre, de leur faire comprendre les conséquences de leurs actes. Je voulais leur donner une leçon, leur montrer que l'ingratitude avait un prix, et que le cœur d'un vieil homme, même brisé, pouvait encore receler une force insoupçonnée. J'ai commencé à observer.
les allées et venues de Paul, ses habitudes, ses faiblesses. Je connaissais la maison par cœur, chaque recoin, chaque secret. J'avais investi tant d'heures, tant d'amour dans cet endroit. Je savais où étaient les fusibles, les vannes d'eau principales, les dispositifs de sécurité. Je connaissais le système d'arrosage automatique que Paul aimait tant, le programmateur sophistiqué qu'il avait installé pour son jardin impeccable. Ce jardin que j'avais contribué à créer moi-même. Ma première idée fut simple, presque enfantine. La nuit, discrètement, je me faufilais hors du garage. Je coupais l'eau de la maison. Le matin, il se réveillait sans eau, obligé de se débrouiller. Paul fulminait, pestait contre les problèmes de plomberie. Je les écoutais depuis ma tanière, un sourire amer sur les lèvres. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Puis les coupures d'électricité. Juste un interrupteur dans ce fameux boîtier électrique, l'emplacement était discret. Paul jurait, Anne s'épuisait à chercher la panne, qui bien sûr n'existait pas réellement. Je prenais un plaisir coupable à les voir patauger dans leurs problèmes techniques, leur petit monde ordonné désorganisé par une main invisible. Je devenais un fantôme, une présence silencieuse qui semait le chaos, mais ces petites vengeances ne me satisfaisaient pas entièrement. Elles étaient trop minimes, trop fugaces. Je voulais quelque chose de plus percutant, quelque chose qui les atteigne là où ça faisait mal. Leur portefeuille, leur réputation, leur confort. Le travail de Paul était son orgueil. Il montait une petite entreprise de rénovation et son carnet de commandes était son Graal. J'avais entendu des bribes de ses conversations téléphoniques, des noms de clients importants, des délais à respecter. Il avait laissé traîner son ordinateur portable dans le garage, une nuit, pensant qu'il était en sécurité. Une erreur fatale. Je savais me servir d'un ordinateur. Ma carrière ne m'avait pas seulement appris à cultiver la terre, mais aussi à naviguer dans le monde numérique. J'ai trouvé son planning, ses devis, ses documents importants. Une idée s'est formée, glaciale et précise. Je n'allais pas les détruire, non. Cela aurait été trop grossier. Je allais les modifier, les pervertir, de manière subtile, pour qu'ils soient méconnaissables ou inutilisables. Certains devis de Paul qui devaient être envoyés en urgence étaient subitement envoyés à des adresses mail incorrectes. Des rendez-vous importants disparaissaient de son agenda numérique. Des fichiers clients, essentiels à son travail, étaient renommés avec des caractères incompréhensibles ou déplacés dans des dossiers cachés. De quoi créer un chaos administratif qui mettrait sa jeune entreprise à rude épreuve sans qu'il ne puisse jamais me soupçonner. L'adrénaline me pompait dans les veines. C'était une sensation nouvelle, enivrante. Je n'étais plus la victime silencieuse, l'homme brisé. J'étais l'artisan d'une vengeance calculée, un fantôme dont la présence se faisait de plus en plus ressentir, invisible mais dévastatrice. La peur dans les yeux de Paul, son stress palpable, était ma nouvelle nourriture. Et le silence d'Anne, son absence de questionnement sur la source de ses problèmes, renforçait ma détermination. Ils avaient voulu me jeter aux oubliettes. Je leur montrerai que le vieil homme au garage était loin d'être inoffensif. Ce n'était que le début de ma revanche. Le chaos administratif que j'avais semé dans le monde de Paul portait ses fruits. Les retards s'accumulaient, les clients mécontents appelaient, certains contrats importants étaient perdus. Le stress de Paul était palpable, et son humeur déjà sombre devenait de plus en plus exécrable. Il pestait contre ses foutus problèmes informatiques, contre l'incompétence de son assistant, sans jamais soupçonner la main invisible qui manipulait les ficelles dans l'ombre du garage. Ma vengeance prenait une dimension savoureuse. Ma propre condition, en revanche, n'était pas brillante. Le froid et l'humidité du garage commençaient à avoir raison de mon corps vieillissant. Mes rhumatismes s'aggravaient, ma toux sèche devenait chronique. Mais la satisfaction de voir Paul s'enfoncer dans les problèmes me nourrissait, me donnait une force insoupçonnée. J'étais un vieil homme malade, mais un vieil homme déterminé. J'avais aussi remarqué Roger, le père de Paul. Loin de l'image du vieil homme faible et vulnérable que Paul avait dépeinte pour me justifier mon bannissement,
Roger était un homme robuste, d'une 60aine d'années, aux manières autoritaires. Il s'était installé dans ma chambre avec une aisance déconcertante, donnant des ordres, critiquant tout et tout le monde. Son arrogance était insupportable. J'entendais ses éclats de rire avec des amis qu'il recevait, ses longues conversations téléphoniques, ses diatribes sur l'incompétence de ses enfants. Paul, le fils dévoué, semblait subir son père avec une patience que je ne lui connaissais pas. Un midi, alors que je me risquais à sortir brièvement dans le jardin pour prendre l'air pendant que tout le monde était à l'intérieur, j'ai surpris une conversation entre Anne et Sophie, ma petite fille de 12 ans. Anne avait l'air épuisée. « Ta mère est exaspérante, Sophie. On ne peut plus rien faire, rien dire. Il critique tout, ne participe à rien. Il a même refusé de laver ses propres vêtements, disant que ce n'était pas son rôle. Mais maman, il a raison. C'est ce que Paul dit toujours. Le rôle de la femme, c'est de gérer la maison. C'est ce qu'il a dit quand tu cherchais un nouvel emploi. Il a dit que tu devais t'occuper de tes enfants et que tu devais arrêter de te chercher un job à temps plein. Rappelle-toi. » Sophie, la préadolescente pleine de malice, avait touché un point sensible. Anne a soupiré. « Oui, c'est vrai, mais il ne s'attendait pas à ce que Roger prenne la chose au pied de la lettre. Il ne s'attendait pas à ce que je devienne aussi sa boniche. Le grain de sable, le grain qui allait faire basculer la balance, venait d'être semé. Paul avait toujours eu des idées très arrêtées sur la répartition des rôles dans le foyer. Pour lui, la femme était le pilier de la maison, l'organisatrice. J'avais toujours trouvé ses idées un peu désuètes, voire misogynes, mais j'avais cru qu'il était assez intelligent pour les nuancer. Apparemment, non. Et Roger, son père, était un miroir grossissant de ses propres défauts, poussés à l'extrême. Je n'avais pas besoin de manigancer. Roger se chargeait de sa propre destruction. Son attitude autoritaire, son manque de respect envers Anne, ses exigences constantes commençaient à peser lourdement sur l'ambiance de la maison. Les disputes entre Paul et Roger devenaient plus fréquentes, plus violentes. Des éclats de voix que j'entendais du fond du garage, amusés. Un soir, Paul est rentré du travail, le visage défait. Un gros contrat venait de lui échapper à cause d'une erreur informatique qui avait fait disparaître un dossier crucial. Il a explosé, frappant la table du poing. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur? C'est le deuxième contrat que je perds à cause de ça. J'ai pourtant tout sauvegardé. Elle était absorbée par une conversation téléphonique avec sa meilleure amie, se plaignant à voix basse des corvées ménagères qui s'accumulaient. Roger, du fond de la pièce, a lancé d'un ton sarcastique « C'est ça la nouvelle génération. Incapable de gérer une maison, incapable de gérer un ordinateur, de mon temps, on savait faire les choses correctement. » Le fardeau que j'avais autrefois porté en silence était maintenant celui qu'ils portaient tous les deux, et ils étaient en train d'imploser sous son poids. L'épuisement d'Anne, la frustration de Paul, la tyrannie de Roger. Le tableau était parfait. Mon plan, si je puis dire, n'était jamais d'être l'instrument de leur malheur, mais simplement de les laisser goûter à leur propre médecine. La haine que j'avais ressentie au début s'était transformée en une froide satisfaction. La vengeance n'avait pas besoin d'être active. Parfois, il suffisait d'être le spectateur silencieux de la chute de ses bourreaux. Et le spectacle était loin d'être terminé. Bientôt, le grain de sable allait provoquer un véritable tsunami. Le climat dans la maison était devenu irrespirable pour Anne et Paul. Les disputes entre père et fils, attisées par l'arrogance de Roger et la frustration grandissante de Paul, étaient monnaie courante. Anne, prise entre deux feux, sombrait dans une dépression silencieuse. J'entendais ses pleurs étouffés la nuit, ses soupirs d'épuisement le jour. Ma petite fille, Sophie, tentait de s'isoler dans sa chambre, mais l'ambiance toxique envahissait chaque recoin de la maison. Même Roger, jadis dominateur, commençait à se sentir mal à l'aise dans ce foyer qu'il avait contribué à briser. Ma santé, elle, continuait de se dégrader lentement dans le garage. La toux chronique, les douleurs articulaires étaient devenues mes compagnes fidèles. Malgré la satisfaction de ma petite vengeance, le prix à payer était lourd. Mais je refusais de céder. Je voulais qu'ils le voient, qu'ils comprennent la conséquence de leurs actes.
Un soir, Paul est rentré tard, le visage blême. Il avait perdu un client majeur. Les problèmes informatiques récurrents, les retards de livraison avaient fini par le ruiner. Son entreprise, son rêve, menaçaient de s'effondrer. Il a hurlé de rage, s'en prenant à tout le monde, même à Roger qui a répondu avec une virulence inattendue. La dispute a atteint un point de non-retour. Roger, vexé et furieux, a menacé de partir, de les quitter pour de bon. Paul, à bout, l'a mis à la porte, lui reprochant d'être un fardeau, d'avoir ruiné sa vie. Roger a ramassé ses maigres affaires et est parti, sans un regard en arrière. Paul est tombé sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains, des sanglots rauques secouant son corps. C'était la première fois que je le voyais si vulnérable. Anne, elle, était prostrée, incapable de réconforter son mari, incapable de réconforter elle-même. Le silence est retombé sur la maison. Cette fois, non pas un silence de tension, mais un silence d'épuisement, de défaite. Un silence qui semblait crier leur désarroi, leur solitude. C'était le point de rupture. Le tsunami avait tout emporté sur son passage. Quelques jours plus tard, alors que je me préparais à ma routine solitaire dans le garage, Anne a ouvert la porte. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux, pour la première fois depuis des mois, semblaient chercher le mien. Non pas avec gêne, mais avec une détresse profonde. « Papa !» a-t-elle murmuré, sa voix cassée. « Nous avons tout gâché. Tout. » Son entreprise est au bord de la faillite. Roger est parti, furieux, sans un mot d'excuse. Et tout ça à cause de nous, à cause de nos décisions. On t'a jeté comme un vieux meuble alors que tu as toujours été notre pilier. La manipulation de Paul avait échoué sur elle, ou du moins elle avait fini par briser le miroir. Paul regrette papa, a-t-elle insisté. Il ne dort plus, il ne mange plus. Il ne comprend pas ce qui s'est passé avec son travail, avec ses fichiers. Il est désespéré. Il ne sait plus quoi faire. Il n'a jamais été aussi mal. Mais en même temps, voir ma fille si démunie, si malheureuse, me faisait mal. Ma vengeance était sucrée, mais elle empoisonnait aussi les miens. Maman disait toujours qu'il faut se méfier du poison de la rancœur, papa, a-t-elle conclu, essuyant ses larmes. Que ça nous ronge de l'intérieur. Je crois que j'ai laissé trop de rancœur s'installer. Et au milieu des décombres, une reconnaissance, enfin de la douleur qu'il m'avait infligée. C'était un début, un chemin vers une réconciliation possible, mais à quel prix? Et surtout, est-ce que mes propres blessures, mes propres douleurs permettraient un jour de pardonner? Quelques jours plus tard, un matin glacial, un événement inattendu a brisé la routine sinistre du garage. J'étais en train de me préparer, luttant contre ma toux et mes douleurs rhumatismales, quand la porte s'est ouverte brusquement. C'était Paul. Son visage était marqué par une souffrance que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa barbe naissante témoignait de jours sans rasage. Il portait des vêtements froissés, comme s'il n'avait pas dormi depuis une éternité. Il n'a pas dit un mot. Il s'est effondré sur le sol bétonné, une main sur la bouche pour étouffer un sanglot rauque. J'étais choqué. Le grand Paul, le fier, l'arrogant, le responsable, était brisé. Il n'y avait plus d'orgueil, plus de façade, juste un homme au désespoir. Je l'ai regardé sans bouger. La colère qui m'avait habité pendant des semaines s'est soudainement éteinte, remplacée par une sorte d'indifférence glacée. Sa souffrance était immense, certes, mais qu'en était-il de la mienne? De celle d'Anne, de Sophie? Il a levé les yeux vers moi, ses larmes coulant sans retenue. « Papa Robert !» a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. « Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout perdu. Mon entreprise est finie. Mes clients m'ont lâché. J'ai des dettes qui s'accumulent. » Il a tendu une main tremblante, montrant une liasse de lettres de relance, de menaces de poursuite. Tout ça pour cette histoire de mon père. Pour toi. C'est la conséquence de tes choix, Paul. C'est la conséquence de ton ingratitude, de ta déshumanisation, de ton arrogance. J'ai eu mon lot de tyrans égocentriques dans ma vie, Paul. Ton père, avec sa fragilité émotionnelle, n'est pas le pire. J'ai bien vu sa façon de jeter son venin. Tu as tout écouté, tu l'as fait consciemment. Je n'ai aucune pitié pour ce qu'il va t'arriver.
Il s'est interrompu, incapable de finir sa phrase. Mon regard s'est posé sur ses mains, sur ce paquet de dettes qu'il tenait. Et là, j'ai vu la souffrance de l'homme, au-delà du gendre indigne. J'ai vu le père de Sophie, le mari d'Anne, l'homme qui, malgré ses erreurs, était une partie de ma famille. L'étreinte du désespoir, elle, ne connaît pas de frontières. Une partie de moi voulait le laisser se débattre, payer le prix fort de ses actions. Mais une autre partie, celle du vieil homme que j'étais, celle du grand-père, celle du père, se rappelait les paroles de ma chère Élise. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais le pardon est le seul qui nourrit l'âme. Des traces, des modifications, des envois aux mauvaises adresses, mais je ne comprends pas. Personne n'a accès à mon ordinateur. Et les problèmes ont commencé quand il s'est interrompu. Un éclair a traversé ses yeux. Il m'a regardé, l'air incrédule. « Papa Robert, c'est toi. » La vérité brutale mais libératrice. « Mais pourquoi ?» Maman disait toujours que tu étais le plus sage d'entre nous. Je n'aurais pas dû sous-estimer la colère d'un vieil homme brisé, ni ta capacité à être un stratège redoutable. Anne et moi, nous avons besoin de ton aide. L'aveu de ma vengeance et la supplication de Paul avaient ouvert une brèche. Leurs regrets étaient palpables, sincères, mais la reconstruction allait être longue et semée d'embûches. Le cœur de Paul, brisé par l'échec de son entreprise et la perte de son père, était à vif. Anne, ma fille, était rongée par la culpabilité et la fatigue. Sophie, ma petite fille, restait la plus lucide et la plus blessée des trois. Mon premier acte, après cette confrontation, fut de revoir les erreurs informatiques de Paul. J'ai passé des nuits dans le garage, redonnant vie aux fichiers corrompus, retrouvant les devis perdus, rétablissant les contacts clients. C'était un travail de fourmi, minutieux, mais ce n'était pas seulement pour Paul, c'était pour moi aussi, une façon de transformer ma rancœur en action constructive, de me prouver que ma vieillesse n'était pas synonyme d'inutilité. Pendant ce temps, Anne et Paul ont tout fait pour me réintégrer dans la maison. Ma chambre m'a été rendue. Le lit de camp a été jeté, la pièce a été nettoyée, aérée, chaque trace de cette période sombre effacée avec une diligence que je n'aurais pas cru possible. Mais ma douleur n'était pas si facile à effacer. J'ai préféré rester dans ma petite chambre, la porte entr'ouverte, observant, écoutant, mesurant chaque pas de cette réconciliation. La priorité était Sophie. Elle était la plus atteinte par cette histoire. Elle avait vu son grand-père jeté comme une vulgaire marchandise. Elle avait vu sa mère complice par faiblesse, son père manipulé par son propre père. Sa déception était immense. « Il a jeté tes affaires, papy », m'a-t-elle dit un jour, les larmes aux yeux. Celles de mamie Élise en vrac. Je les ai vues. Comment a-t-il pu faire ça? J'ai pris le temps de lui expliquer la situation. La manipulation de Roger, la faiblesse de Paul, le silence d'Anne. Je ne voulais pas les accabler, mais lui donner les clés de compréhension de cette histoire complexe. Elle a écouté, attentive, ses jeunes yeux emplis d'une sagesse inattendue. Paul, de son côté, a commencé à se battre. Il a contacté ses anciens clients, expliqué la situation, s'est excusé. J'ai même appelé certains d'entre eux, mes propres contacts, pour appuyer sa démarche, témoignant de sa bonne foi et de son repentir. Lentement, très lentement, certains contrats ont commencé à revenir. Son entreprise, encore chancelante, reprenait un peu d'espoir. Il avait appris la leçon de l'humilité. La thérapie familiale est devenue une nécessité. Sur les conseils d'une amie psychologue, nous avons commencé des séances. Anne, Paul, Sophie et moi. Roger n'était bien sûr pas concerné, il refusait tout examen de conscience. Mais nous avions besoin de déminer le terrain, de verbaliser nos douleurs, nos frustrations, nos attentes. Chaque séance était une épreuve, une mise à nu. Anne a révélé sa propre souffrance, ses années de soumission au désir de Paul, sa peur de l'affronter, la pression que son mari lui mettait pour faire accepter à son père tous ses agissements. Elle a avoué avoir été à bout, avoir cédé à la pression de Paul et de son père, se sentant piégé. Paul, lui,
a avoué son orgueil, sa mégalomanie, sa volonté de montrer à son père qu'il était un homme réussi, qu'il pouvait l'aider. Il a compris l'ampleur de sa manipulation et de sa cruauté envers moi. « Pardonne-moi, papa Robert », a-t-il dit un jour, les larmes aux yeux, devant le psychologue. « Pardonne-moi de t'avoir fait ça. Je n'étais vraiment pas moi-même. Je me perdais en voulant tout contrôler. J'étais aveuglé par mes propres démons. Je les ai aidés à nettoyer et réaménager le garage pour qu'il redevienne une salle de stockage et non un espace de vie. J'ai aidé Paul avec ses plans, ses devis, mes conseils d'anciens professionnels se révélant précieux. J'ai aidé Anne à gérer le jardin, à retrouver un peu de son calme. J'ai passé du temps avec Sophie, l'écoutant, la conseillant, la câlinant. Nous étions en train de retisser les liens, morceau par morceau. Le souvenir du coup de grâce, du garage, des affaires jetées ne disparaîtrait jamais vraiment. Mais l'amertume s'est peu à peu estompée, remplacée par une forme de sagesse. Le pardon était un chemin initiatique, un chemin douloureux, mais qui menait à une paix intérieure que je n'aurais jamais pu imaginer dans les ténèbres du garage. L'art du déminage, c'était aussi l'art de se pardonner à soi-même. La paix, fragile mais réelle, s'était installée. Paul avait réussi à relancer son entreprise. Anne avait retrouvé un semblant de sérénité et Sophie était redevenue la petite fille joyeuse que j'avais toujours connue. Mais le passé, tel un fantôme tenace, rôdait encore. Roger, le père de Paul, n'avait pas complètement disparu de notre vie. Ses appels sporadiques, ses messages laconiques rappelèrent sa présence, même à distance. Il tentait encore de soutirer de l'argent à Paul, usant de la culpabilité paternelle. Paul, lui, avait appris la leçon. Il répondait avec fermeté, ne se laissant plus manipuler. « Je l'aide, papa Robert, mais à mes conditions. Une aide raisonnable, pas un soutien inconditionnel qui me ruinerait et ruinerait ma famille. » Il avait trouvé sa force, son autonomie. Ma propre santé, elle, avait été affectée par mon séjour au garage. Les rhumatismes s'étaient aggravés et une bronchite chronique s'était installée. Anne, remplie de remords, s'occupait de moi avec une tendresse nouvelle, veillant à mon confort, à mes médicaments, à mes repas. « Papa, je suis tellement désolée », répétait-elle souvent. « On ne t'a pas traité comme tu le mérites. » Nous avions appris les uns des autres sur la force des liens familiaux, sur la fragilité de la dignité humaine, sur les ravages de l'orgueil et de la manipulation. Un jour, une lettre est arrivée. Émanant d'un obscur cabinet d'avocats, elle annonçait le décès de Roger. Il était mort seul, dans un petit appartement sordide, sans ressources. La lettre indiquait qu'il laissait d'importantes dettes et que Paul, son fils unique, était chargé de sa succession. Paul fut secoué par la nouvelle. Malgré tout ce qu'il avait fait, Roger restait son père. Il y avait en lui un mélange complexe de tristesse, de soulagement et de culpabilité. Anne et moi l'avons soutenu, le laissant traverser son deuil à sa manière. Mais les fantômes du passé ne s'étaient pas tus avec la mort de Roger. L'avocat a contacté Paul, révélant une surprise de taille. Roger, malgré ses allures de vieil homme ruiné, avait en fait une petite fortune cachée. Il avait des comptes bancaires à l'étranger, des investissements dissimulés, des œuvres d'art volées, certaines du moins, accumulées au fil des années grâce à ses subterfuges. Il avait des dettes, certes, mais il avait largement les moyens de les payer, et bien plus encore pour subvenir à ses besoins et de vivre une vie confortable et à l'abri du besoin. Et il était l'objet de plusieurs plaintes pour escroquerie auprès de l'État pour plusieurs entreprises ou personnes crédules. Ce qu'il avait fait n'était non seulement pas digne, mais aussi illégal. Paul était abasourdi. « Il m'a menti, il nous a tous menti, il avait de l'argent et il a fait semblant d'être ruiné pour s'incruster chez nous, pour me manipuler. » Les larmes que Roger avait versées, les menaces de suicide, n'avaient été qu'une mascarade, un théâtre macabre pour extorquer l'aide de son fils. J'ai pris la main d'Anne. « Il t'a manipulé aussi, ma chérie. Il a manipulé ta gentillesse, ta faiblesse. Il a joué sur la corde sensible de Paul, sur son obligation filiale pour obtenir ce qu'il voulait. Et vous deux, vous avez dû porter le fardeau de sa présence, subir ses caprices,
le loger, le nourrir, me jeter moi à la rue pendant ce temps pour que son père ne manque de rien. Paul a décidé de ne pas toucher à l'héritage de Roger. Il a mandaté l'avocat pour régler ses dettes, et le reste de l'argent, ainsi que les œuvres d'art volées, a été versé à des associations caritatives ou à l'État si la source était illégale. « Je ne veux rien de lui, papa Robert, a-t-il dit. Je ne veux pas de cet argent sale. Je veux me reconstruire et le faire honnêtement, sans les mensonges et les manipulations. » Son choix m'a empli de fierté. Il était enfin libre, libre des chaînes de son passé et des manipulations de son père. Les fantômes du passé, eux, ne seraient jamais totalement effacés. Mais nous avions appris à vivre avec eux, à les regarder en face, à transformer leur présence en une leçon de vie. Roger, par sa mort et ses révélations posthumes, avait paradoxalement renforcé notre famille, nous forçant à affronter nos faiblesses, à apprendre à pardonner, à reconstruire sur des bases plus solides, plus honnêtes. Le passé n'était pas seulement une blessure, c'était aussi une fondation pour un avenir meilleur. La découverte de la fortune cachée de Roger et de la supercherie dont nous avions été victimes fut le dernier coup de massue, mais aussi le catalyseur d'une libération inattendue. Paul avait finalement coupé les ponts avec l'héritage toxique de son père, non sans une douleur évidente, mais avec la dignité d'un homme qui avait trouvé sa propre voie. Cette décision, teintée d'une amertume résiduelle, marquait la fin d'une longue et pénible période de manipulation. Anne, de son côté, avait trouvé une force nouvelle. Elle avait le courage de confronter Paul lorsqu'il déviait, de défendre ses propres opinions, de ne plus se laisser abattre par les exigences ou les caprices de quiconque. Elle s'était investie dans une association d'aide aux personnes âgées, retrouvant un sens à sa vie au-delà des murs de sa maison. Elle était devenue une femme plus forte, plus indépendante, une Anne que je n'avais pas vue depuis des années. Sophie, ma petite fille, avait grandi prématurément, mais avec une sagesse et une lucidité impressionnantes. Elle avait compris la complexité des relations humaines, les failles et les forces de chacun. Elle avait développé une incroyable capacité d'écoute et d'empathie. Elle s'était lancée dans des études d'art, son talent précoce s'épanouissant dans une voie qui lui était propre, loin des attentes et des pressions familiales. Elle était un rayon de soleil, un rappel constant que, même dans l'adversité, la beauté et la gentillesse pouvaient surgir. Quant à moi, ma santé était fragile, c'est vrai, mais mon esprit était plus clair, plus apaisé. L'amertume du garage s'était estompée, remplacée par une profonde gratitude pour cette famille retrouvée. J'avais repris ma place, non pas par droit, mais par amour et par respect mutuel. Je passais mes journées à jardiner avec Anne, à écouter Sophie me raconter ses projets artistiques, à conseiller Paul sur son entreprise. Je n'étais plus un fardeau, mais un conseiller, un pilier discret et aimant. L'histoire de Roger, de sa manipulation et de sa fortune cachée est devenue une sorte de conte moral dans notre famille. Un rappel constant que les apparences peuvent être trompeuses, que l'amour ne doit pas être inconditionnel au point de s'y perdre, et que la vérité, même amère, est le seul chemin vers la liberté. Un soir, alors que nous dînions tous ensemble, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse, Paul a levé son verre. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, son regard posé sur moi, à papa Robert, pour sa sagesse, sa résilience et son pardon. Dieu nous a montré que même après les pires erreurs, il est toujours possible de se réconcilier, de se reconstruire. Et tu nous as donné plus qu'une leçon, tu nous as donné une seconde chance. La capacité à traverser les tempêtes, à réparer les ponts brisés, à transformer les cendres du passé en un nouveau foyer. Le garage, le lit de camp, les affaires jetées, tout cela faisait partie de notre histoire, de notre cheminement. Ce n'était pas un souvenir que l'on voudrait effacer, mais une cicatrice que l'on porte, avec fierté, comme la preuve que l'on a survécu, que l'on a appris, que l'on a grandi. La vie nous avait mis à l'épreuve, nous avait confrontés à nos pires démons. Mais elle nous avait aussi montré la force de l'amour familial, la capacité à pardonner l'impardonnable, à reconstruire ce qui semblait irréparable. Paul avait jeté mes affaires au garage, m'humiliant publiquement.
Mais il l'avait aussitôt regretté. Et ce regret, cette introspection, cette demande de pardon, avait été le point de départ d'une transformation profonde. Pour lui, pour Anne, pour Sophie et pour moi. Nous étions devenus une famille plus forte, plus honnête, plus unie. Non pas une famille parfaite, mais une famille réelle, avec ses failles, ses cicatrices et un amour inébranlable. Les saisons se sont enchaînées, marquant le passage du temps et la solidité retrouvée de nos liens. Le jardin d'Anne s'est épanoui, chaque fleur et chaque arbuste reflétant l'harmonie revenue dans notre foyer. Les rosiers que j'avais plantés arboraient des couleurs vives, symbolisant la beauté qui peut éclore même après les tempêtes. Je passais mes journées paisiblement entre la lecture, mes parties de pétanque avec les vieux du village et les moments partagés avec les miens. Un sentiment de plénitude rare m'habitant. Paul, transformé, avait remis son entreprise sur les rails. L'épreuve l'avait rendu plus humble, plus à l'écoute. Il avait appris la valeur de la transparence et de l'intégrité, reconstruisant sa réputation avec une persévérance admirable. Il avait même élargi son activité, intégrant des pratiques plus respectueuses de l'environnement, un domaine qui lui tenait désormais à cœur. Il était devenu un homme d'affaires non seulement compétent, mais aussi doté d'une conscience. Anne, ma fille, rayonnait. Son engagement dans l'association d'aide aux personnes âgées avait non seulement donné un nouveau sens à sa vie, mais lui avait aussi redonné confiance en elle. Elle organisait des événements, des collectes de fonds, et son dynamisme était contagieux. Son sourire, autrefois teinté de tristesse, était maintenant radieux, révélant la femme forte et épanouie qu'elle était devenue. Quant à Sophie, elle était devenue une jeune artiste reconnue. Ses toiles, mélange audacieux de couleurs et de formes abstraites, captaient l'attention et l'émotion. Elle explorait les thèmes de la résilience, du pardon, de la complexité des relations humaines, puisant son inspiration dans notre propre histoire. Ses expositions étaient courues, et ses œuvres trouvaient preneurs, non seulement pour leur beauté, mais aussi pour le message d'espoir qu'elle véhiculait. Elle était le symbole vivant que même des expériences douloureuses peuvent être transmutées en quelque chose de beau et de significatif. Mon propre rôle dans leur vie avait évolué. Je n'étais plus le vieil homme à secourir, ni le patriarche à venger. J'étais le témoin silencieux de leur épanouissement, le conseiller discret, le grand-père aimant qui savourait chaque instant. Ma santé, bien que toujours fragile, me permettait de profiter de chaque journée, chaque sourire, chaque rire partagé. Le garage, jadis ma prison, était redevenu un simple abri pour les outils de jardin, un lieu de rangement, dénué de toute connotation douloureuse. J'allais maintenant sans appréhension, juste pour chercher mon sécateur ou mes gants. Les fantômes de Roger s'étaient dissipés, remplacés par une compréhension sereine de la complexité humaine. Il avait été un homme blessé, manipulateur, mais sa disparition avait permis à notre famille de se trouver, de se guérir, de se solidifier. Son héritage, finalement, n'était pas la fortune qu'il avait amassée, mais la leçon qu'il nous avait donnée, la force qu'il nous avait obligés à trouver. Un soir, alors que nous étions tous réunis autour de la table, célébrant l'anniversaire de Sophie, je les ai regardés, mes 3 piliers retrouvés. Leur rire emplissait la pièce, leur conversation était animée, leur regard empli d'amour. Ce n'était pas le bonheur insouciant que j'avais connu avant la mort d'Élise, avant l'ingratitude de Paul. C'était un bonheur plus profond, plus mature, un bonheur gagné de haute lutte, bâti sur les ruines d'un passé douloureux. L'histoire de mes affaires jetées au garage était devenue une anecdote partagée, un rappel de notre cheminement, une preuve de notre capacité à surmonter les épreuves. Paul l'avait regretté, amèrement, et ce regret avait été le point de départ de son renouveau. Ses supplications avaient été le catalyseur d'un pardon, non pas un pardon facile, mais un pardon réfléchi, mérité. Mon gendre avait jeté mes affaires au garage pour faire entrer son père. Il l'avait aussitôt regretté. Et de ce regret profond, de cette prise de conscience, était née une aube nouvelle pour notre famille. Une aube teintée de résilience, d'amour
et de la certitude que, quelle que soit l'adversité, la vérité, le pardon et l'honneur finissent toujours par triompher. La boucle était bouclée, le cercle vicieux s'était transformé en cercle vertueux, et je savais que, pour le reste de ma vie, je serais entouré de cet amour inébranlable.